fil des siècles, l'homme est parvenu à percer le mystère des principales lois physiques qui régissent notre planète, trouvant de ce fait la réponse à bon nombre de questions sur l'air qui nous entoure. Les fantastiques progrès technologiques du XXe siècle lui ont ensuite permis de mettre au point des engins pour explorer non plus seulement l'atmosphère, mais aussi l'espace au-delà. Un grand nombre de vols non habités nous ont aidés à définir la composition de l'atmosphère et à mieux comprendre les phénomènes observés jusqu'alors, depuis la Terre uniquement. Les engins spatiaux ont évolué, allant vers toujours plus de sophistication. Mais en définitive, la première planète que les fusées nous ont permis de mieux connaître, c'est la nôtre. Ignition sequence start. Reporting from London, another German V-2 missile has struck the city. We choose to go to the moon. Les formidables progrès réalisés dans le domaine de l'aéronautique depuis ses débuts ont apporté à l'homme une connaissance approfondie de son environnement direct. Ainsi, nous savons désormais que l'atmosphère est une enveloppe gazeuse qui ceinture la planète et a de nombreuses influences sur notre monde physique. Les premières questions qui se posèrent quant à sa composition étaient liées à l'observation de certains phénomènes, dans des disciplines aussi diverses que la transmission radio, l'astronomie et plus récemment les vols en haute atmosphère. Une des premières observations atmosphériques remonte au début du XVIIe siècle et on la doit au célèbre astronome et mathématicien Blaise Pascal. Celui-ci découvre qu'un baromètre placé à des altitudes élevées indique une diminution de la pression atmosphérique. En 1901, un jeune Italien du nom de Guglielmo Marconi réalise la première transmission radiophonique à travers l'océan Atlantique. Lors d'essais ultérieurs, on aura parfois l'impression que les transmissions disparaissent dans les airs. La tentative couronnée de succès de Marconi et celle moins chanceuse de certains autres rendent perplexes ingénieurs et physiciens. Un Anglais, Oliver Heaviside, émet l'hypothèse qu'une couche conductrice des zones supérieures de l'atmosphère est capable de véhiculer des transmissions sur de grandes distances. Il n'est pas loin de la vérité. Les ondes radio reçues à distance sont renvoyées vers la Terre par l'ionosphère, une des couches les plus élevées de l'atmosphère. Heaviside et Arthur Edmond Kennelly du Carnegie Institute dirigent des signaux radio vers l'ionosphère afin d'en étudier la densité. Ils chronomètrent et enregistrent leur transmission, ce qui leur permet de découvrir que des signaux amplifiés à l'identique ne mettent pas le même temps pour revenir au sol. Ces résultats indiquent une variance au niveau de la région réfléchissante de l'atmosphère et pour en découvrir la cause, il faudrait pouvoir faire des observations en haute altitude. L'ionosphère, qui varie en altitude de 100 à 1000 km, est composée d'atomes ionisés. Quand les rayons X et ultraviolets émis par le Soleil la traversent, ils percutent atomes et molécules, les dépouillant d'un électron de charge électrique négative et laissant derrière eux des atomes devenus positifs qu'on appelle des ions. Les électrons sont attirés par le champ électromagnétique des ondes radio. Conséquence de cette attraction, les électrons de l'ionosphère fonctionnent comme un deuxième émetteur et renvoient les ondes vers la Terre. La densité de ces électrons libres allant croissant, plus on s'élève dans l'ionosphère, leur effet sur les ondes radio est de plus en plus important. Dans un essai de 1919, intitulé « Méthode pour atteindre une altitude extrême », Robert Goddard décrivait la fusée à carburant liquide comme un moyen d'étudier la haute atmosphère. Cette théorie le poussa à construire la première fusée à carburant liquide de l'histoire, qu'il lança en 1926. Mais la poursuite des recherches sur la propulsion par fusée allait être motivée moins par la volonté de recueillir des données scientifiques sur l'ionosphère que par des considérations beaucoup plus terre-à-terre et guerrières.
en effet lors du deuxième conflit mondial que la science des fusées va faire un véritable bond en avant. L'armée allemande met au point des systèmes qui transportent des charges explosives de manière certes imprécise, mais extrêmement dévastatrice contre l'Angleterre, la Belgique, la France et l'Union soviétique. Plus de 4000 de ces fusées, les V2, seront tirées contre les ennemis du Reich entre 1942 et la fin de la guerre. Angleterre, juin 1945. Un mois après la capitulation de l'Allemagne, les Alliés testent 3 V2 tombés entre leurs mains. Wernher von Braun et son équipe de spécialistes en aéronautique n'assistent pas au tir. Comme la majorité des scientifiques allemands qui ont passé un contrat avec les Américains, il a déjà été transféré à Fort Bliss, au Texas. En revanche, le colonel de l'armée rouge, Sergueï Korolev, assiste au lancement. Plus tard, c'est lui, en qualité d'ingénieur astronautique en chef, qui mènera la course à l'espace pour l'URSS, avec le succès que l'on connaît. Américains et Soviétiques bâtirent de fait leurs programmes spatiaux sur les ruines du projet allemand. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, 65 V2 ainsi que les notes de recherche sur ces engins furent en effet rapatriés aux États-Unis où ces V2 devinrent les premières fusées-sondes à être utilisées de manière suivie. Les fusées-sondes sont des engins que l'on envoie dans l'atmosphère pour procéder à des relevés et des observations scientifiques, tandis que les lanceurs sont chargés de mettre des satellites en orbite. Les premières ébauches de fusées-sondes qui précéderont les lanceurs d'une décennie datent du milieu des années 40. Au fil des ans, ces engins conçus pour analyser l'atmosphère rempliront une mission certes moins spectaculaire que les lancements qui suivront, mais tout aussi cruciale pour l'étude du vide spatial. Les V2 lancés depuis la zone d'essai de White Sands, près de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, constituent les premiers efforts suivis dans ce domaine. Mais 2 modèles de fusées-sondes leur sont cependant antérieurs. Dès 1945, en effet, le Jet Propulsion Laboratory de Pasadena en Californie met au point et construit la WAC Corporal, qui est tirée depuis la zone d'essai militaire de White Sands. La Corporal est l'un des 3 engins militaires sur lesquels travaille le laboratoire. La version sonde de cette fusée est baptisée WAC pour Women's Army Corps, corps militaire féminin. Sigle qui permet aux scientifiques de se souvenir que les militaires la considèrent comme la petite sœur du missile Corporal. En mai 1948, la WAC Corporal établit un record d'altitude dans sa version Bumper, version où la WAC a été greffée sous forme de 2e étage sur le corps d'un V2. Après 4 échecs, la 5e Bumper WAC atteint l'altitude de 392 km. En 1946, James Van Allen, un physicien spécialisé dans l'étude des rayons cosmiques à l'université Johns Hopkins, lance de petites fusées depuis des ballons placés en haute altitude. Ces sondes ont pour but de mesurer le rayonnement cosmique et la densité de l'ozone. En avril de la même année, Wernher von Braun présente à l'armée américaine son V2 qui permettra par la suite de faire progresser les recherches atmosphériques en haute altitude. Le premier lancement de ce V2 américain est plutôt décevant. Un aileron se détache peu après le décollage. Mais les États-Unis peuvent néanmoins s'enorgueillir de disposer désormais de fusées-sondes opérationnelles. Deux mois plus tôt, un collège regroupant des spécialistes en astronomie et en physique, dont James Van Allen, a été créé pour mettre au point l'instrumentation scientifique devant équiper ces engins.
ces instruments de mesure qui viendront se loger dans le nez, la partie centrale et la queue de l'engin sont tous destinés à étudier l'activité ionique des couches supérieures de l'atmosphère et devront pouvoir résister à des forces 6 fois plus importantes que celles de la gravité sur Terre. Au sommet du missile, le nez est pourvu d'un appareil baptisé Sunfollower, conçu comme son nom l'indique pour s'aligner sur le Soleil, quelle que soit l'orientation de la fusée, et équipé d'un spectromètre. Les trappes montées sur ses flancs sont prévues pour s'éjecter automatiquement à 40 km d'altitude. Et le spectromètre, alors à découvert, pourra mesurer les rayons ultraviolets émis par le Soleil. Sur un côté de la partie centrale, essentiellement réservée aux réservoirs d'oxygène liquide et d'alcool, on installe une chambre à brouillard et un voltmètre. La chambre à brouillard contient un mélange sursaturé de gaz et de vapeur. Lorsque les particules électriquement chargées la traversent, des ions se créent. La vapeur se condense alors autour de ces ions, indiquant ainsi le parcours des particules. Enfin, les ailerons contiennent des caméras et 2 antennes, l'une ionosphérique et l'autre télémétrique. La première retransmet vers le sol 2 fréquences harmoniquement reliées. Au moment où la fusée traverse l'ionosphère, un décalage de phase s'opère, dont l'importance est directement fonction de la densité des électrons et des ions, elle-même variable selon l'altitude. Quant à l'antenne télémétrique, elle envoie au sol les données captées par l'ensemble des instruments, tandis qu'un enregistreur les duplique, afin de produire une copie de secours en cas de perte de signaux. Avant le lancement, on vérifie le centre de gravité de la fusée, afin de voir si des contrepoids sont nécessaires. Il est en effet essentiel que la fusée soit bien équilibrée pour suivre la trajectoire de vol prévue. Ainsi repensé pour améliorer les connaissances sur l'ionosphère et les rayons solaires, le V2 est emmené vers le pas de tir dans le désert du sud-ouest des États-Unis sur un véhicule de l'armée allemande. Cette fusée, qui seulement quelques années auparavant était assemblée dans des usines secrètes par des ouvriers déportés dans le but de tuer des milliers de gens en Europe, est enfin devenue un instrument scientifique. Ainsi, bien que conçu à l'origine pour de plus sombres desseins, le V2 remplira pleinement sa mission de temps de paix. 64 tirs sont effectués à White Sands, et à l'exception du premier, la plupart seront concluants. Le V2 atteindra régulièrement des altitudes de 100 km, pénétrant dans la couche de l'ionosphère dont les opérateurs radio se servent pour renvoyer leurs émissions. Et tous les vols, depuis le premier au printemps 1946 jusqu'au dernier en 1952, auront pour but l'étude de l'atmosphère. La fusée est installée sur le pas de tir et une structure de métal permet aux techniciens d'accéder à tous les étages de la fusée pour faire le plein et tester l'instrumentation pendant le compte à rebours. Bien avant que le rougeoiement à la base de la fusée n'indique la fin de ce compte à rebours, les équipes de contrôle et de lancement s'abritent dans un blocos pourvu de murs de 4 mètres d'épaisseur. L'atmosphère qui entoure notre planète se subdivise en plusieurs couches. Sur les 15 premiers kilomètres, la fusée traverse d'abord la troposphère, zone dans laquelle évoluent la plupart des avions de ligne. Puis elle continue à s'élever à plus de 6000 km/h et la friction de l'air génère une forte quantité de chaleur. Entre 15 et 30 km d'altitude, la fusée se trouve dans la stratosphère, la pression atmosphérique est de plus en plus faible. Entre 15 et 40 km se trouve l'ozonosphère. Plus haut, la radiation cosmique qui à basse altitude occupe le spectre infrarouge de la lumière
devient visible et atteint des niveaux semblables à ceux que l'on rencontre dans l'espace. À 45 km du sol, la pression atmosphérique n'est plus que le 10e de ce qu'elle est au niveau de la mer, et à 100 km, le 1000e. Le phénomène d'ionisation se produit à différentes altitudes, donnant naissance à diverses régions identifiables grâce à leur interaction avec les ondes radio. À 120 km du sol, on pénètre dans ce qu'on appelle la couche E de l'ionosphère. Là, les ondes radio sont réfléchies et renvoyées vers la Terre. La région située juste au-dessus, baptisée F, se subdivise elle-même en deux couches. F1, entre 150 et 200 km, et F2, au-dessus de 200 km. Toutes deux réfléchissant également les ondes radio. Lors des lancements, si la plupart des informations collectées par les V2 sont envoyées par l'antenne télémétrique jusqu'à la base de White Sands, certaines données ne sont accessibles qu'après le retour au sol de l'engin. Il faut ainsi fouiller les décombres de la fusée pour retrouver les photographies prises à haute altitude par le spectromètre, le film de la chambre à brouillard et l'enregistrement télémétrique de secours. Ces recherches, bien que difficiles, permettent généralement de tout récupérer, même si Albert 1 et Albert 2, les deux primates envoyés dans le cône d'un V2 lors des tout premiers tests, périrent lors de l'expérience. Mais le stock de V2 n'est pas inépuisable. Et il faut penser à construire une nouvelle fusée pour continuer à étudier la haute atmosphère. Le laboratoire de recherche de la marine a en réserve les plans de deux modèles qui avaient été envisagés avant que les États-Unis ne récupèrent des V2 allemands. Dès 1945, le laboratoire de recherche de la marine s'était en effet attelé à la conception d'une fusée-sonde bon marché pouvant atteindre des altitudes de 75 à plus de 160 km. Ces plans, un temps mis de côté, redeviennent d'actualité lorsque le stock de V2 commence à s'épuiser. Ils reposent sur deux approches visant un seul et même but. Concevoir un système de propulsion peu onéreux afin de permettre un investissement maximum au niveau de l'instrumentation scientifique embarquée et du traitement des données. Les efforts de la marine portent tout d'abord sur une version améliorée de la WAC corporelle, baptisée Aerobie, qui dispose d'un moteur à carburant solide et d'un moteur auxiliaire à carburant liquide. Construite par Aerojet Engineering, elle fait bientôt l'objet de commandes suivies de la part des trois armées. Grâce à son densimètre ionique, l'aérobie permet de calculer plus précisément la densité d'ions de la haute atmosphère. En septembre 1951, un singe et 11 souris sont envoyés dans l'espace à bord d'un tel engin et reviennent sur Terre vivants. C'est une grande première. À l'heure où commence vraiment l'ère spatiale, preuve est faite avec l'aérobie qu'on peut construire une fusée fiable pour un coût réduit. Cet engin continuera d'ailleurs à voler jusqu'en 1985. Le modèle Viking, bien que répondant au même cahier des charges, ne connaîtra pas une telle carrière. Le contrat de construction de cette fusée, baptisée à l'origine Neptune, revient à la compagnie Glenn Martin de Baltimore, dans le Maryland. Et le sous-contrat relatif au moteur, un moteur à carburant liquide développant une poussée de 10 tonnes, est attribué à Reaction Motors. La Viking nécessite l'utilisation d'un mélange stable d'alcool et d'oxygène liquide. Construite sur le même principe que celui à l'origine du V2, elle est équipée d'une turbopompe pour assurer un approvisionnement régulier en carburant et en comburant. Reaction Motors avait été fondée dès 1941 par des membres du club de la fusée américain. En 1947, soit à peine un an après le début du projet Viking, le moteur est déjà prêt pour les tests. Et à l'automne suivant, le prototype présenté au laboratoire de recherche de la marine développe une poussée de 10 tonnes et demie. Satisfaite, la marine envoie le moteur chez Martin.
Version améliorée du V2, la Viking emporte des instruments eux aussi plus sophistiqués pour étudier la radiation cosmique, repérer les températures et effectuer photographie et spectroscopie à des altitudes supérieures à 75 km. Les spécifications techniques de la marine incluaient en effet l'emport d'une charge utile de 500 kg. Une fois la structure assemblée et le moteur installé, la Viking traverse tout le pays pour arriver jusqu'à White Sands. À son arrivée au Nouveau-Mexique, ses composants électriques sont recalibrés, les contrôleurs directionnels testés et on procède au branchement électrique de dernière minute. Le moindre changement dans le câblage des composants signifie un changement au niveau du panneau de contrôle. Une fois les instruments vérifiés et le contrôle pré-vol effectué, la fusée peut rejoindre le pas de tir. On remplit alors les réservoirs d'oxygène liquide, d'alcool et de peroxyde. Les hommes qui font le plein portent des vêtements de protection, car si le pourcentage de peroxyde contenu dans l'eau oxygénée à usage domestique est d'environ 5%, celui du produit utilisé ici avoisine les 100%, un taux très caustique pour la peau. La Viking est ensuite pesée, suspendue par un crochet fixé sur le portique. Il est en effet nécessaire de connaître son poids pour déterminer l'altitude de vol la plus élevée. Puis le portique qui permet les opérations de préparation, de vérification et de remplissage des réservoirs est tracté hors du pas de tir. 2 déclencheurs électriques à poudre sont insérés dans la fusée pour la mise à feu. La Viking est alors parée à décoller. Le 10 mars 1949, l'équipe de contrôle procède à une répétition des vérifications au sol. Le premier test statique est prévu pour le lendemain. Les ailerons de la fusée ayant été vissés au pas de tir, on procède à la mise à feu au-dessus d'une fosse remplie d'eau. Mais le test tourne court lorsqu'un jet de vapeur à la sortie d'une tuyère déclenche un incendie. La fusée est réparable, mais l'équipe est très affectée par ce revers. Le 28 avril, le deuxième test statique est interrompu lorsqu'on voit apparaître une fumée suspecte, mais cette fois-ci, il n'y a pas de feu. Ces tests statiques sont plus que de simples essais de mise à feu. À l'instar du V2, la Viking n'est pas une fusée récupérable. En fin de vol, elle se désagrège pour ralentir sa chute et s'écrase. On procède donc pour chaque fusée à un essai à blanc avant le lancement, ce qui fournit à la compagnie Martin et à la marine des renseignements supplémentaires sur le fonctionnement des systèmes de contrôle. À 9 h du matin, le 3 mai 1949, la Viking atteint lors de son premier vol une altitude de plus de 75 km. Au fil des ans, les leçons tirées de chaque lancement seront mises à profit pour le tir suivant et de fait, aucune Viking ne sera exactement pareille à la précédente. Les deuxième et troisième Vikings sont testés sur le pas de tir et lancés par la suite sans incident. Toutes deux atteignent une altitude de 75 km, pénétrant jusqu'au cœur de l'ozonosphère. La quatrième est lancée en mai 1950 depuis le USS Norton Sound, qui croise au large de Christmas Island dans l'océan Pacifique. Ce site a été choisi afin de ramener des renseignements sur la zone de l'atmosphère située au-dessus de l'équateur. La fusée, avec ses 450 kg d'instrumentation, monte à 159 km et parvient donc à enregistrer des données sur la radiation cosmique dans l'ionosphère. En 1951, on procède au tir des Vikings 5, 6 et 7. En août,
Viking 7 allait atteindre l'altitude record de 206 km. Fin 1951, début 1952, la marine décide de repenser la fusée Viking. Elle en sortira plus longue, plus grosse et avec une mise à feu prolongée. En juin, elle est de retour à White Sound, avec 1,5 tonne de plus. L'essentiel de cette surcharge étant dû à des réserves de carburant supplémentaires. La mise à feu de 100 secondes s'avère plus que ne peuvent supporter les systèmes de fixation du test statique. La Viking 8 décolle prématurément et s'élève à 5 ou 6 km d'altitude avant de retomber et de s'écraser dans le désert. À la suite de cet incident, on fixera des écrous supplémentaires sur les 4 ailerons pour les tests statiques. 6 autres Vikings prendront l'air entre fin 52 et 57. Et c'est Viking 11 qui atteindra la plus haute altitude, 238 km avec une charge utile de 430 kg. Les 2 dernières Vikings partiront de Cap Canaveral afin de tester des composants utilisés dans la construction du satellite Vanguard. En 1957, tandis que les fusées sondes Viking continuent de fournir des données sur la haute atmosphère, les Soviétiques lancent Sputnik. Les Russes viennent de battre les Américains en mettant au point une fusée pour envoyer de petits satellites en orbite. Les autorités américaines n'apprécient guère l'idée d'un satellite russe tournant autour du globe et font aussitôt porter tous leurs efforts sur des missions plus spectaculaires et la mise au point de lanceurs. La course à l'espace vient de commencer. Le 6 décembre 1957, la marine américaine tente d'envoyer en orbite le premier satellite US, le Vanguard. Mais le lanceur s'écrase quelques secondes après le décollage. Une partie de la presse fera ses choux gras de cet échec. Dans les années 50, le projet américain Viking était le plus significatif dans le domaine des fusées-sondes. Il fait prendre conscience à la communauté scientifique internationale de l'importance des recherches en haute atmosphère et à la fin de cette même décennie, les lancements se multiplient. C'est le début de la course à l'espace qui coïncide justement avec l'AGI, l'année géophysique internationale. L'année géophysique internationale fut le nom donné à une période de 18 mois qui courut de juillet 57 à décembre 58. Pendant ce laps de temps, des scientifiques du monde entier travaillèrent de concert pour rassembler des données concernant les zones supérieures de l'ionosphère. On fit des recherches sur les radiations et l'éclat du soleil, et sur un des phénomènes naturels les plus spectaculaires, l'aurore boréale. Les aurores boréales, aussi appelées aurores polaires, sont des phénomènes lumineux se produisant dans la haute atmosphère et qui, vus de la Terre, forment des motifs de lumière dans le ciel. Ces motifs apparaissent à des altitudes comprises entre 75 et 600 km dans ce qu'on appelle la zone aurorale, zone qui se crée au-dessus des pôles à la suite d'une interaction entre le champ magnétique terrestre et les particules électriquement chargées en provenance du Soleil. Les molécules et atomes contenus dans l'ionosphère absorbent les rayons X et ultraviolets du Soleil avant qu'ils n'atteignent la Terre. Ces ondes solaires, dans leur état primaire, c'est-à-dire avant qu'elles ne soient réfléchies par l'ionosphère, constituaient un des principaux sujets d'étude des scientifiques durant l'AGI. Churchill, dans la baie d'Hudson au Canada, est l'endroit rêvé pour observer les aurores boréales et envoyer des fusées pour étudier ce phénomène. Au-dessus des deux pôles magnétiques, les particules solaires sont déviées par le champ magnétique terrestre en direction des calottes polaires. Là, elles se disposent en spirale à 30 000 km au-dessus de la planète. Plus bas, à une altitude comprise entre 75 et 1000 km, les molécules entrant en collision avec ces particules solaires
provoque une luminescence visible de la Terre. L'emplacement idéal de Churchill permet d'observer un accroissement de l'activité aurorale et plusieurs fusées d'observation sont envoyées à des altitudes allant de 75 à plus de 300 km. Dans le Grand Nord, les rigueurs climatiques commandent un minimum de précaution, tant pour les hommes que pour le matériel. Le travail sur les fusées, leur instrumentation et les lancements se déroulent de janvier à décembre dans des locaux construits expressément à cet effet. Les fusées lancées depuis le Grand Nord sont les mieux placées pour étudier les radiations primaires en provenance du Soleil et de l'espace. En effet, ces radiations sont déviées par le champ magnétique terrestre, champ qui s'étend sur des milliers de kilomètres dans l'espace et atteint son intensité maximum dans la région de l'équateur. Mais au niveau des pôles, ce champ s'incurve en entonnoir vers la Terre. Les radiations solaires peuvent alors pénétrer dans l'atmosphère où elles deviennent des radiations secondaires, perceptibles à basse altitude sous forme de lumière et de radiations infrarouges, autrement dit de chaleur. Ce sont les radiations solaires primaires qui retiennent surtout l'attention des scientifiques de l'AGI. Et ils envoient des sondes à partir de navires évoluant à différentes latitudes pour comparer le comportement de ces rayons au-dessus de l'atmosphère, c'est-à-dire avant qu'ils ne soient déviés par le champ magnétique terrestre. Ces scientifiques veulent également étudier la densité de l'air, les vents et les températures. Pour mesurer la densité de l'air au niveau de la mer jusqu'à une altitude de 100 km, on éjecte au point le plus haut de la trajectoire d'une fusée une sphère de 3,5 kg dotée d'un émetteur. Pour mesurer l'activité des vents, on utilise une fusée comportant au niveau de sa coiffe 19 charges de poudre qui seront éjectées et mises à feu à intervalles prédéterminés. Au sol, des micros plus ou moins espacés enregistrent le temps que met le son de chaque détonation à leur parvenir, et ces décalages, suivant les micros, traduisent la présence de vent plus ou moins fort en haute altitude. La température, elle, est étudiée grâce à une caméra balistique qui suit la fusée et enregistre la position dans l'espace des flashs de lumière correspondant à la mise à feu de chaque charge. Les données rassemblées pendant l'AGI permirent aux scientifiques de se faire une idée beaucoup plus précise de l'atmosphère terrestre. Pour la première fois, on enregistra la présence de couches de courant électrique autour de l'équateur. La compréhension du type et de la quantité de radiation solaire frappant l'atmosphère s'améliora, et on mesura les courants électriques responsables des aurores boréales. Aujourd'hui encore, les fusées sondes restent un moyen bon marché pour étudier la haute atmosphère, mais c'est incontestablement dans les 10 ans qui suivirent la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'elles apportèrent leur plus importante contribution au savoir collectif humain. La fin des années 50 vit également la naissance d'une fusée d'un autre type, un avion piloté doté d'un moteur fusée. Surtout célèbre pour avoir fourni aux ingénieurs en aéronautique et astronautique une base de données sur la haute altitude et le vol hypersonique, cet appareil permit également de rassembler des données sur la haute atmosphère. Il s'agit du X-15. Et cet appareil est le fruit d'un programme de vol à grande vitesse par propulsion mis en place à la fin des années 40 et au début des années 50. Les X1 et X2 avaient été parrainés par le NACA, le Comité consultatif national pour l'aéronautique et l'armée de l'air. Le X1, piloté par Chuck Yeager, fut le premier avion à dépasser Mach 1, à franchir le mur du son et à découvrir les vitesses supersoniques. Le X2 fut construit pour étudier les surchauffes aérodynamiques à des vitesses avoisinant Mach 3. Les programmes X1 et X2 fournirent des données capitales sur le vol au-delà de la vitesse du son et permirent d'expérimenter le lancement en vol et la poursuite radar d'avions à moteur fusée. Mais le NACA, l'armée de l'air et la marine souhaitaient par-dessus tout un avion capable de voler en hypersonique. Le X-15 fut initialement construit pour étudier les caractéristiques en vol hypersonique lent, à des altitudes supérieures à 30 000 mètres. On dit qu'un avion passe en hypersonique au-delà de 1650 mètres secondes, soit 5000 km/h, et cette vitesse devient orbitale
au-delà de 27 000 km/h. Le X-15 a principalement été conçu pour voler à de très hautes altitudes et à des vitesses d'environ Mach 7. Mais ce n'est pas sa seule mission. Le programme prévoit également d'étudier des questions plus spécifiques, notamment le pilotage et la stabilité dans et en dehors de l'atmosphère, le retour dans cette dernière et le comportement d'un pilote soumis aux forces incroyables générées à pareille vitesse. La conception d'un fuselage capable de résister à ces vitesses fut l'un des premiers soucis. À très grande vitesse, la chaleur augmente énormément la structure de l'appareil, repoussant les molécules d'air hors de son chemin. Cet accroissement de température est le plus marqué au niveau des arêtes, le nez et les bords d'attaque des ailes. À Mach 6, soit environ 6000 km/h, la température monte jusqu'à plus de 600 degrés. Fin 1954, le NACA, l'armée de l'air et la marine, lancent un appel d'offres aux avionneurs pour la construction du X-15. Le modèle présenté par North American est retenu et en 1955, le travail commence. Le National Aeronautics and Space Act de 1958 donne naissance à l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, la NASA. Tous les projets du NACA passent dès lors sous l'égide de cette nouvelle institution. Les données obtenues en soufflerie ainsi que celles glanées dans le cadre de précédents programmes de vol à grande vitesse ont permis d'estimer l'interaction entre l'atmosphère et les avions hypersoniques. On sait ainsi que la circulation de l'air autour d'un avion passant d'un Mach à un autre est caractérisée par des variations de vitesse et de température en différents points de l'appareil. Mais les tests en soufflerie sur des maquettes sont incomplets pour les vitesses supersoniques basses, car il est difficile de reproduire avec précision des conditions de vol réelles et les ondes de choc correspondantes. Les données rassemblées grâce au X-15 seront donc utilisées pour affiner les données obtenues en soufflerie et améliorer la capacité des ingénieurs à prévoir le comportement de l'appareil à des vitesses bien supérieures. Le X-15 est recouvert d'un alliage nickel-chrome baptisé Inconel X, qui a la propriété de conserver l'essentiel de sa force structurelle jusqu'à des températures de 600 degrés. La structure interne de l'avion est faite d'un alliage acier-titane. Lors de ses 199 vols tests, le X-15, arrimé sous l'aile d'un bombardier B-52, sera lancé sur sa trajectoire grâce à deux moteurs fusées successifs, le XLR-11 puis le XLR-99. Tous deux fonctionnent avec de l'oxygène liquide et de l'ammoniac, et les deux composants sont introduits dans la chambre de combustion par une turbopompe fonctionnant au peroxyde. Le pilote peut moduler leur poussée entre 50 et 100% de leur capacité, et le deuxième propulseur, le XLR-99, développe une poussée maximale de près de 30 tonnes. Les gouvernes aérodynamiques sont placées sur l'empennage. Les seules surfaces amovibles sont les bords de fuite des ailes et les volets de train d'atterrissage. Il n'y a ni aileron ni gouverne sur les ailes. Seuls des gouvernails sur les dérives verticales supérieures et inférieures et des stabilisateurs horizontaux de queue permettent de piloter l'appareil. La frontière entre l'exosphère, la zone supérieure de l'atmosphère et l'espace n'est pas une ligne clairement définie. Tout repose sur une question de densité. Les molécules deviennent de plus en plus espacées entre 500 et 1500 km d'altitude et au-delà disparaissent. La majorité de l'air atmosphérique se dissipe aux environs de 30 km. Des astronautes ont décrit des altitudes où ils sentaient l'interaction entre l'atmosphère et leur engin. Et les astronautes qui pilotent la navette lors de son retour sur Terre perçoivent la sensation de l'attraction de l'atmosphère aux alentours de 120 km. Étant donné l'altitude la plus élevée atteinte par le X-15 lors des vols tests, il est indispensable de prévoir un pilotage directionnel par jet gazeux. Deux jets à peroxyde assurent donc le contrôle en roulis, en tangage et en lacet, à une altitude où les gouvernes aérodynamiques ne fonctionnent plus en raison de l'absence d'air.
juin 1959, deux premiers X-15 entament la phase de test et de démonstration avec des petits moteurs fusées XLR-11. La majorité de ces vols seront pilotés par Scott Crossfield, qui a été pilote d'essai pour la NACA avant de passer chez North American Aviation, où il a joué un rôle majeur dans la conception et la mise au point du X-15. Grâce au XLR-11, l'altitude maximale atteinte par l'avion augmentera tout au long de l'année 1960. Plus puissant, le XLR-99 passe par la même période de mise à l'essai, de démonstration et d'augmentation du plafond de vol dans le courant de l'année 1961. Le X-15 est largué dans le nord du Nevada et doit rejoindre le sud de la Californie. Les vols réussis devaient suivre une trajectoire balistique précise avec une durée moyenne de combustion de 80 secondes, l'avion planant ensuite jusqu'à la piste d'atterrissage de la base militaire d'Edwards. Entre 1962 et la fin du programme en 1968, des expérimentations non aérodynamiques furent également menées dans le cadre des vols en haute altitude. À une altitude d'environ 90 000 mètres, un pilote de X-15 peut mener des expériences scientifiques sur la couche supérieure de l'atmosphère, notamment en collectant, pour analyse ultérieure, des micrométéorites, c'est-à-dire de petits morceaux de pierre et de débris interplanétaires dont cette zone est bombardée. L'équipement photographique embarqué permet de mesurer les rayonnements stellaires ultraviolets et la brillance du ciel. On étudie également la dégradation optique en vitesse hypersonique en photographiant des objectifs terrestres avec des appareils photo classiques et infrarouges. Les pilotes disposent d'une durée de combustion et d'un temps de vol limité pour conduire tests mécaniques et prélèvements scientifiques. Ils s'entraînent sur un simulateur restituant des conditions de vol élaborées par un ordinateur analogique. Après chaque vol, ce dernier est reconfiguré pour intégrer les nouvelles données. Les pilotes répètent également chaque vol à l'avance à bord d'un F-104 converti en simulateur. Robert Rushworth, Joe Walker, Robert White, Jack McKay accompagné de Bill Dana et Joe Engle effectuèrent la majorité des 26 vols à vocation scientifique du X-15. Le 22 août 1963, le lieutenant-colonel Robert Rushworth bat un record d'altitude, 354 200 pieds, soit 107 960 mètres. Avec plusieurs autres pilotes du programme X-15, il rejoindra plus tard le programme spatial américain. Le X-15 fut plus qu'utile au développement de ce programme. La rentrée dans l'atmosphère était un défi tant pour l'appareil que pour les pilotes. Et les données rassemblées lors des expériences menées grâce au X-15 furent utilisées dans les 15 années qui suivirent pour la conception d'un lanceur récupérable. Si l'histoire a choisi de retenir son importance dans la mise au point d'appareils à grande vitesse et volant à très haute altitude, le X-15, grâce aux expériences qu'il a rendues possibles, a également permis de mieux comprendre l'atmosphère terrestre et les interactions entre la haute atmosphère et l'espace. La Terre, vue de l'espace, est une grosse boule bleue qui tourne à l'intérieur d'une bulle d'air. L'essor des fusées, suscité à l'origine par le désir de l'homme de s'affranchir des limites du globe pour explorer l'espace, a en définitive permis à celui-ci de mieux cerner le fonctionnement de l'atmosphère terrestre, véritable bouclier de protection contre le vide spatial. Le X-15, équipé de moteurs fusées, l'a ensuite fait parvenir aux limites du vol atmosphérique, lui a appris à revenir de l'espace et lui a fait découvrir le spectre de lumière en haute altitude. Le V2, l'Aérobie et la Viking ont été suivis par une longue lignée de fusées-sondes qui ont elles aussi exploré les couches supérieures de l'atmosphère et permis de mieux comprendre ses propriétés. Au-delà de l'exosphère, c'est l'espace. Jusqu'à la fin des années 50, on pensait que ce n'était qu'un immense vide, occasionnellement traversé par des particules solaires. C'était avant les lanceurs.
En 1958, le satellite Explorer 1 va modifier notre conception de l'espace. Il est placé en orbite par une fusée Jupiter-C lancée de Cap Canaveral le 31 janvier. Avec cet appareil, l'armée, par l'intermédiaire du Jet Propulsion Laboratory, fait entrer les États-Unis dans l'ère spatiale. L'équipement d'Explorer, conçu par James Van Allen, permet de mesurer les niveaux de particules électriquement chargées rencontrées en orbite à une distance de 2300 km de la Terre. Plus le satellite s'éloigne de la Terre, plus les signaux qu'il envoie indiquent une élévation du nombre de particules. Or, à haute altitude, au-dessus de l'équateur, les relevés tombent à zéro. Il faudra le lancement d'un deuxième satellite pour convaincre la communauté scientifique que ce sont bien des radiations qui viennent perturber leurs appareils. Preuve que l'espace n'est pas vide, mais plein de charges positives, des protons, et négatives, des électrons, d'hydrogène et d'hélium émises par le Soleil et qui sont absorbés par le champ magnétique terrestre. À l'origine, les scientifiques pensaient que ce champ était plus important au-dessus de l'équateur, sur deux bandes baptisées ceintures de Van Allen. Mais des études ultérieures démontrèrent que la magnétosphère dont font partie ces ceintures protège notre planète des vents solaires. Ces derniers circulent autour de la Terre à une distance de plus de 60 000 km. Certaines bourrasques effleurent parfois la haute atmosphère et les perturbations radio et les aurores boréales sont les seuls indices de ces puissantes radiations que nous envoie le Soleil. Les fusées-sondes et leurs missions complexes ont été éclipsées par les lanceurs de la fin des années 50 et des années 60. Mais leur contribution à notre compréhension de l'atmosphère et de son interaction avec l'espace reste fondamentale. De même, l'apport du X-15 dans l'étude de la frontière de l'espace est trop souvent oublié au profit de son but premier, les recherches aérodynamiques en haute altitude. Pourtant, ce sont bien tous ces appareils qui ont ouvert la voie aux engins spatiaux qui ont suivi. Plus important encore, ces fusées-sondes, ces satellites et ces avions ont permis de lever un coin du voile sur les mystères de l'atmosphère. Ainsi, après avoir découvert que la magnétosphère et l'atmosphère nous protégeaient contre les rayons qui traversent l'espace, nous avons mieux compris l'importance de ces enveloppes gazeuses qui garantissent notre bien-être sur notre chère planète Terre.